un très bel accueil parmi vous ici. Donc, concernant ma conférence, tout d'abord, je tiens à préciser que je fais partie d'une équipe de recherche. Donc, cette équipe, elle est composée d'environ 10 personnes. Donc, on fait tous partie d'un laboratoire qui s'appelle l'UREPS, situé à Lille. Et dans cette UREPS, on travaille sur l'engagement et le désengagement dans les activités physiques et sportives. À savoir, donc, vous avez quelques photos ici, et la personne qui dirige le thème est François Potvin, situé au milieu, à qui je passe le grand bonjour depuis Sherbrooke. Donc, aujourd'hui, on va dire mon propos va se dérouler en quelques temps. Hop. Ah oui, tout d'abord, pardon, concernant mon parcours, parce que je voulais un peu vous situer, puis surtout faire un clin d'œil à Sherbrooke, puisque je suis déjà venu ici dans mon premier cycle. Donc, moi, je viens du sud de la France, et lorsque j'étais étudiant en premier cycle, j'ai fait une année universitaire d'échange à l'université de Sherbrooke, donc ça remonte à 9 ans, en année 2011-2012. Et bon, j'ai lié quelques affinités avec ce lieu, avec même certains enseignants. Et donc, il y a un petit sentiment d'appartenance qui me fait maintenant revenir dans cette université. Donc, c'est un petit clin d'œil. Ensuite, j'ai fait mon troisième cycle à Bordeaux. Puis, je suis allé à Lille, tout d'abord en tant qu'enseignant d'éducation physique et sportive. Et j'ai ensuite été recruté en tant que maître de conférence, donc dans l'université de Lille. Pour ma présentation, je vais la structurer par rapport aux thématiques du labo. Notre labo travaille sur 3 questions de recherche. Enfin, notre thème de recherche, on travaille sur 3 questions de recherche. La première sur les facteurs d'engagement, de désengagement et de réengagement dans l'activité physique. La seconde sur les effets de stratégie d'intervention que l'on pourra mener par rapport à ces facteurs d'engagement qui ont pu être mesurés. Et enfin, les typologies d'engagement dans l'activité physique où on sort un peu plus du domaine scolaire, favorisant le bien-être. Donc, c'est vraiment ces 3 thématiques-là qui vont structurer mon plan de présentation. Cette présentation, je vais la démarrer en parlant surtout des facteurs d'engagement, de désengagement et de réengagement, surtout à des fins de bien-être. On va le voir par rapport aux enseignants d'éducation physique et sportive, ce qui compose particulièrement ma thèse de doctorat. Donc, tout d'abord, pourquoi cette thématique? Cette thématique, elle s'ancre tout d'abord dans des objectifs qui sont les objectifs de développement durable mis en avant par l'ONU. Donc, c'est les objectifs de développement durable visés pour 2030. Donc, il y a différents objectifs et il y en a 2 qui m'intéressent tout particulièrement. Ces objectifs sont ceux de promouvoir une vie saine et du bien-être à tous les âges, pour tous les individus, mais aussi de promouvoir une éducation de qualité dans le cadre des élèves qui font partie qui vivent un curriculum de formation. Donc, je manque dans ces 2 objectifs de politique publique et on voit donc que ça correspond vraiment à un enjeu de société, ces thématiques d'éducation de qualité et de promouvoir le bien-être à tous les âges. Dans le cadre maintenant de l'éducation, si on reprend donc la thématique du bien-être dans l'éducation, on se rend compte tout d'abord que quand on est dans l'EPS de qualité, donc c'est le plan d'action de Kazan qui découle des propos qui ont été tenus au niveau de l'ONU et des programmes de l'ONU, on voit que l'on vise davantage de bien-être pour nos élèves dans le cadre du système éducatif. En parallèle, les travaux qui ont été menés, notamment, donc, je me réfère aux travaux français de Laurence Verpigna et de Nicole Rask, c'est sur cette réciprocité qu'il y a entre le bien-être des élèves et le bien-être des enseignants. On est donc sur une logique un peu plus holistique, où ce bien-être des élèves, même si c'est une visée plutôt des politiques publiques, il y a un impact fort, une réciprocité forte entre bien-être des élèves et bien-être des enseignants dans la littérature scientifique. À ce titre, dans mes travaux de recherche, je vais vous présenter d'abord des éléments sur le bien-être des enseignants, pour aller ensuite sur le bien-être des élèves, et enfin sur l'activité physique. Donc, concernant maintenant le milieu français, je ne vais pas y rester très longtemps, mais ça se recoupe au niveau européen et même au niveau mondial. On se rend compte que le bien-être dans l'éducation, et notamment pour les enseignants, il est plutôt en décroissance. On se rend compte de difficultés professionnelles pour les enseignants. Et ça, c'est vraiment des études qui ont été réalisées dans de nombreux pays. Et le rapport de Schlerer, que j'ai mis en dernier lieu, le montre vraiment au niveau européen. Donc, c'est assez flagrant dans ce qu'on retrouve au niveau mondial. Et les professeurs de PS ne sont pas exemptés de ces difficultés professionnelles. On voit donc, on va dire, un niveau de bien-être qui diminue chez les enseignants d'éducation physique et sportive en France et en Europe. Parallèlement à ça, donc, ce qui est étonnant, c'est que même en éducation, ce qui n'est pas étonnant, pardon, c'est que même en éducation physique, on voit ce lien et avec des liens sur les comportements, les performances et le bien-être de nos élèves. Donc, ce qui a été montré, c'est que globalement, dans ces quelques études, moins les enseignants sont en bien-être au travail et moins les élèves seront engagés dans leur formation et seront
performants dans leur formation. Donc, ces liens-là, par rapport au bien-être, ça montre un petit peu cet enjeu de société que peut être le bien-être actuellement. Donc, je vais aller assez vite sur cet aspect-là, mais juste rapidement, le bien-être, c'est beaucoup plus complexe que seulement les valeurs. Il y a énormément d'aspects, plein de théories qui ont été utilisées et plein d'auteurs qui sont intéressés à des liens qu'on peut retrouver entre différentes variables et le bien-être. Moi, dans le cadre de ma thèse, je m'étais interrogé principalement sur les valeurs de l'enseignant et les valeurs qu'il met en place dans son enseignement par rapport à ses valeurs personnelles pour voir l'impact que ça pouvait avoir sur le bien-être. Pourquoi je m'étais intéressé à ça? Parce que globalement, bon, déjà quand j'étais enseignant en éducation physique, je me rendais compte que je transmettais énormément de valeurs. Et la littérature montre que quand on transmet, quand on enseigne, c'est épris de valeurs. En fait, de manière inconsciente, on transmet de nombreux apprentissages qui sont sur des aspects sociaux, sanitaires, tous les aspects qui sont plutôt dépendants des valeurs. Donc, il y a vraiment dans la littérature des aspects forts sur ce lien qu'on peut avoir entre valeurs et bien-être. Juste pour être clair, qu'est-ce que c'est les valeurs? Parce que parfois, bon, il y a des définitions qui peuvent un petit peu être différentes. Donc, moi, je me base sur la typologie de Schwartz, sur les travaux de Shalom Schwartz concernant les valeurs. Et globalement, pour définir simplement les valeurs, c'est ce qui sera appelé des buts désirables, des objectifs désirables pour un individu, ce qui vaudra la peine pour lui d'être enseigné, d'être transmis à ses élèves. Et ce qui est intéressant, et c'est ce que j'ai surtout observé dans le cadre de ma thèse, c'est des comportements et des attitudes qui vont traduire ces valeurs en actes. Et moi, c'est ce qui va m'intéresser sur cette concordance de valeurs, c'est-à-dire entre ce que l'on dit, de ce que l'on transmet, et ce que l'on fait, de ce que l'on fait concrètement. Et donc, lorsqu'il y a cette concordance, alors, on verra un petit peu ce que ça amène, mais c'est dans cette logique-là, en tout cas, que j'ai interrogé les valeurs. Donc, rapidement, l'idée, c'était de dire qu'étudier les valeurs semble important pour valoriser leur bien-être, important pour valoriser leur engagement au travail, mais cela n'a jamais été interrogé en enseignement de l'éducation physique et sportive. Cela a été interrogé dans d'autres contextes, des contextes professionnels, comme le contexte de l'entreprise, mais jamais en éducation physique et sportive. C'est donc le propos de ma thèse. Très rapidement, donc je me base, je vous disais, sur le curriculum de Schwartz, vous connaissez peut-être. C'est donc Shalom Schwartz a fait des études empiriques dans de nombreux pays. Dans près, c'est vraiment des milliers de participants qui ont répondu à ces enquêtes. Et il a stabilisé un modèle qui est donc le plus utilisé pour interroger les valeurs, avec 4 grands domaines de valeurs, pour le simplifier, qui s'opposent entre eux, qui s'ordonnent par nécessité. Donc on voit d'un côté plutôt des valeurs de dépassement de soi, dans le sens dépasser l'individu pour être tourné vers les autres. Donc, c'est vraiment le dépassement de soi. Je me tourne vers les autres et je dépasse ma propre personne. Donc, des valeurs plutôt d'ouverture aux autres et on va dire plutôt humanistes. À l'inverse, des valeurs d'affirmation de soi où l'individu est au centre. Donc, c'est le collectif individu, la dialectique qui permettrait de comprendre l'attention. Donc, plus basé sur l'individu. Ou, d'un autre côté, une autre dialectique qui viendrait mieux comprendre ce modèle, des valeurs d'ouverture au changement, tournées vers le défi, la curiosité. Et d'un autre côté, la continuité qui serait vraiment sur la notion de sécurité, de conformité avec ce qui est déjà là. Donc la valeur de santé, par exemple, fait plutôt partie de la valeur de continuité. Et on verra la place qu'elle prend en éducation physique et sportive tout à l'heure, parmi les différentes valeurs des enseignants. Donc la méthode que j'ai utilisée, c'est une étude par questionnaire avec 396 professeurs d'éducation physique et sportive. Bon, rien de bien original pour l'instant. Je vois qu'il y a une relation qui semble être intéressante, notamment sur le bien-être des enseignants dans le cadre de leur travail. 2 domaines de valeurs semblent être plus propices pour valoriser leur bien-être au travail. L'ouverture au changement et le dépassement de soi semblent être les 2 domaines de valeurs qui sont ceux qui amènent le plus de bien-être au travail des enseignants. Maintenant, j'ai fait une étude par entretien et puis une étude, on verra, avec les élèves des enseignants qui sont les plus caractéristiques de chacun de mes échantillons, donc de chacun des domaines de valeur qu'on a pu retrouver dans le cadre de notre échantillon. Donc ici, j'ai fait une étude, on voit, c'est globalement une étude en analyse de correspondance, et puis je suis allé prendre les individus qui sont les parents ronds, donc ceux au centre dans mon barycentre de chacune de mes typologies. Et ce que je me rends compte avec mes entretiens, c'est que plus important encore que les valeurs que diffuse l'enseignant, c'est notamment si jamais il arrive à mettre en place ces valeurs dans son enseignement, mais aussi s'il arrive à partager ces mêmes valeurs avec son équipe école ou avec son équipe disciplinaire. Donc en fait,
ce que les entretiens m'ont amené, c'est que c'est une lecture plus complexe à travers donc cette logique plutôt du partage de valeurs et de la concordance de valeurs qui compte davantage que les valeurs que j'enseigne moi en tant qu'individu. Ainsi, pour valoriser le bien-être au travail, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises valeurs. Il y a surtout des valeurs qui sont vraiment mises en place et des valeurs qui sont partagées. On va maintenant s'intéresser, bon, globalement, c'était juste par rapport à la littérature en termes de discussion, mais ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a un lien entre les valeurs et le bien-être, mais que ce lien-là, il est moins puissant, moins explicatif que lorsqu'il est médié par des concordances de valeurs, et c'est à peu près ce qu'on retrouve dans la littérature de manière générale, donc c'est assez concordant par rapport à d'autres domaines. Maintenant, on va s'intéresser aux élèves avant d'aller sur l'activité physique. Concernant les élèves, donc je suis allé avec les mêmes enseignants, j'en ai pris un peu plus cette fois, donc je me suis concentré sur 22 enseignants, on a interrogé 1127 élèves parmi ces 22 enseignants, et on a interrogé leur bien-être affectif, donc vraiment le bien-être qu'avaient les élèves par rapport à ces enseignants dans le cadre de leur classe. Ici, ce que l'on retrouve, bon, globalement, c'est que l'école joue beaucoup, l'établissement dans lequel on se trouve. C'est quelque chose qui joue particulièrement sur le bien-être des élèves dans le cadre des cours d'éducation physique et sportive. Ce qui ressort beaucoup, c'est la concordance de valeurs que va mettre en place l'enseignant. Donc, si l'enseignant, en fait, dans son discours et dans ses actes, il est bien en concordance dans ce qu'il met en place, mais aussi la valeur d'ouverture au changement qui semble assez centrale pour valoriser le bien-être. Donc, c'est les deux éléments qui ressortent le plus dans le cadre de l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Donc, maintenant, on arrive globalement à un modèle où, même si tout à l'heure, bon, ça c'est globalement les valeurs qui sont les plus vertueuses pour favoriser le bien-être au travail, même si celle qui semble être le plus intéressante, c'était celle de l'ouverture au changement, mais surtout la concordance de valeurs qui ressortait comme facteur le plus important pour le bien-être au travail, pour le bien-être affectif de nos élèves. Donc ici, bon, c'est juste ça interroge un petit peu sur un aspect, c'est que on voit que les valeurs qui sont les plus propices semblent être celles de l'ouverture au changement, alors que nos enseignants d'éducation physique et sportive en France sont surtout soit sur le dépassement de soi, avec des valeurs éducatives qui sont centrales, soit sur l'affirmation de soi, avec des valeurs plutôt performatives et qui sont centrées sur l'individu et sur sa performance. C'est ce que l'on retrouve dans le contexte français, deux types d'enseignants majoritairement, dans leur, en tout cas, les valeurs qui sont chères à eux en tant qu'individus. Maintenant, si je viens globalement, voilà des aspects qui corroborent, qui amènent quelques éléments supplémentaires à la littérature sur les profils de valeurs plus vertueux. Si je reviens donc à ce modèle et pour clôturer ce premier chapitre, on arrive donc à une logique dans les valeurs pour valoriser le bien-être. D'ailleurs, que je n'ai pas trop dit, mais j'ai aussi interrogé l'engagement au travail des enseignants en même temps que leur bien-être au travail. Et on se rend compte que si l'enseignant connaît ses valeurs et arrive à objectiver, donc à connaître les valeurs qu'il met en place dans le cadre de son enseignement, puis à proposer des situations d'apprentissage, des projets qui sont en concordance par rapport à ces valeurs, mais surtout qu'une fois qu'il les a clarifiées, il arrive à essayer de voir celles qui sont partagées en collectif au sein de son équipe, au sein de son collectif avec lequel il travaille fréquemment, donc ça peut être plus ou moins grande échelle au niveau de l'établissement ou de son équipe disciplinaire, alors c'est ce qui jouerait le plus sur son engagement au travail et son bien-être au travail dans le cadre de ces différents travaux. Il y aurait donc deux échelles, un élément sur le bien-être individuel si l'enseignant travaille sur lui-même, clarification et mise en place de ses valeurs dans son enseignement, puis à l'échelle collective si on arrive vraiment à travailler et à voir ce qui est partagé entre eux. Maintenant, donc, on va venir sur l'aspect activité physique. Donc, nous, on interroge l'engagement, donc on essaye de comprendre le lien qu'a l'individu avec son activité physique, notamment pour pouvoir le mieux le renforcer. Donc, on va essayer d'interroger si les valeurs sont un aspect intéressant pour favoriser l'activité physique de différents publics, et notamment, on verra au niveau des élèves. Donc, ce qu'il y a dans la littérature, tout d'abord, c'est que les attitudes ont un lien de médiation entre les valeurs et le mode de vie physiquement actif. Ce qu'on se rend compte, c'est que certaines valeurs vont jouer sur les attitudes et les attitudes vont pouvoir, en tout cas, engager l'individu à avoir un mode de vie plus actif, donc à avoir une pratique physique. Les valeurs de stimulation, ce qu'a montré globalement la littérature, sont celles qui valorisent le plus des attitudes qui correspondraient à un mode de vie physiquement actif. Donc, c'est un premier aspect, ça a été donc notre hypothèse dans la mise en place de formats de pratique que je vais vous présenter tout à l'heure, sur donc des formats qui pourraient plus engager les élèves. Ce que montrait la littérature, c'est que les valeurs de conformité semblaient être celles qui engageaient le moins dans les modes de vie physiquement actifs, c'est-à-dire la reproduction de modèles.
Donc, si on prend, on va dire, un modèle écologique, on ne peut pas rester à l'échelle des valeurs. On s'est donc intéressé à des formats de pratique qui sont un peu plus englobants. J'arrive donc à mon second chapitre sur les formats de pratique d'activité physique et l'engagement des élèves. Donc, sur ce second chapitre, c'est vraiment des travaux qui ont été menés en grosse collaboration avec Olivier Dieu, et puis c'est même lui qui a mené, on va dire, le BAL sur ces travaux-là, et avec François Coudin aussi. Donc, on a conçu des formats de pratique à travers la structure des jeux de Pierre Parlebas. Je ne sais pas trop si ça vous parle, bon, c'est en gros une structure qui permet de montrer comment les mouvements peuvent évoluer en fonction de différentes catégories. Donc, par exemple, le nombre d'adversaires contre qui on va être, si le niveau est équivalent ou pas. Donc, voilà, c'est rapidement donc, des éléments qui permettent de modifier les formats de jeu, les structures de jeu, comme il le dit. Mais aussi sur le cadre plutôt donc, de la théorie des contraintes, avec 3 éléments qu'on a joués, donc 3 types de contraintes sur lesquelles on a joué. Principalement, je les ai mis ici. Les contraintes au niveau de l'organisme, c'est les caractéristiques des élèves. Les contraintes au niveau des valeurs de l'enseignant, c'est la tâche. Et des contraintes au niveau du type de format, c'est l'environnement. Donc nous, ce sur quoi on a principalement joué, c'est au niveau des types de formats, puisqu'on a essayé après de standardiser le reste. Puis on a fait à un moment donné, à l'intérieur de nos formats, on a essayé de voir si les élèves avaient un effet, on va dire au niveau des élèves, leurs contraintes individuelles avaient un effet, donc leur âge, leur sexe, les éléments. Donc dans le cadre de nos formats, on les a construits à partir des valeurs, et puis à partir de ces 4 théoriques-là. Donc pour la valeur d'affirmation de soi, on a construit donc en tout cas, on a utilisé des situations qui existaient déjà, mais qu'on a un petit peu modifiées, certaines d'entre elles. Ici, l'objectif, c'est de viser la victoire, mais à travers un défi où l'objectif, c'est de jouer des matchs en 11 points, un petit peu comme le jeu du roi, qu'on peut appeler A joue contre B, c'est arbitre. Lorsque A arrive à 11 points, gagne le match et on échange des adversaires. Le gagnant reste, c'est un peu sous le format d'un tournoi. Donc, on a 2 joueurs qui sont du même niveau équivalent, et on joue en 1 contre 1. Pour le dépassement de soi, l'objectif, c'est de viser surtout la convivialité. On a fait des scores cumulés, type ronde à l'italienne. La ronde à l'italienne, ça veut dire qu'on joue équipe A contre équipe B avec 3 joueurs par équipe. Le joueur 1 de l'équipe A, donc a priori le meilleur, joue contre le joueur 1 de l'équipe B, donc le meilleur de l'équipe B. À niveau équivalent, on garde le score et nos seconds joueurs jouent un match, jouent une rencontre. Donc, encore en score, en 15 points joués. Donc, le joueur 2 contre le joueur 2. Et on cumule les scores au fur et à mesure. Puis les moins bons joueurs jouent un match ensemble. On cumule le tout et on arrive à un score global. On voit donc ici 3 simples qui sont joués de la même manière, mais avec un score qui est cumulé et des niveaux qui sont équivalents. Et enfin, concernant l'ouverture au changement, on a construit des épreuves où il y a des matchs à handicap. Donc, ça peut être des élèves qui sont de niveau hétérogène cette fois. Mais pour rééquilibrer les niveaux, on a donné des points bonus. Donc, exemple, le match démarrera 7-0 si je fais partie des élèves qui sont moins bons dans la classe et on joue en 11 points. Donc ici, l'objectif, c'était de réussir à essayer de mettre en place une situation d'apprentissage où nos élèves se retrouvent dans l'idée d'un défi de rattraper un retard si je suis moins bon ou de marquer juste les 2-3 points manquants pour réussir à gagner le match contre un élève qui est meilleur que moi et me permettre de gagner. Ce qu'on retrouve donc, tout d'abord, on a choisi le badminton parce que c'est l'activité la plus programmée dans les programmes scolaires français. Donc, et puis aussi au niveau de l'UNSS, et qu'il y a de multiples façons de la programmer. Pour nous, c'était intéressant parce que c'était plus facile d'aller chercher les données, puisque les enseignants qu'on avait, ils mettaient largement en place ce type d'activité dans leur programmation. Ce qu'on a mesuré, donc je vous disais, c'est les motifs d'agir par rapport aux valeurs, avec une hypothèse concernant la valeur de stimulation qui favoriserait davantage l'activité physique. Ensuite, on a regardé aussi l'âge, le genre et le niveau d'expertise de nos élèves. Donc, c'est les 4 facteurs qu'on a regardés en donnant une focale sur l'aspect des valeurs. Ce que l'on retrouve, c'est que, au niveau de notre protocole, on a interrogé 55 élèves. On a donc choisi 5 établissements. Donc, c'est des établissements des Hauts-de-France. Et nos élèves, donc, on avait des élèves principalement de lycée, mais on a eu donc quand même un petit peu de collège dans la cité scolaire dans laquelle on était. On a mesuré l'activité physique par de l'accélérométrie, on a mesuré le plaisir par l'intérêt en situation, puisqu'on a interrogé le plaisir en situation directement après qu'ils aient vécu les situations d'apprentissage. On a fait un ordre aléatoire, mais tous les étudiants vivaient les 3 types de situations. Maintenant, on est passé à 4, mais avant, on était à 3, donc 3 types de situations.
à travers donc, une rotation aléatoire des situations. Il y en a qui démarraient en 1 par les valeurs de dépassement de soi, enfin, voilà, par les 3, dans un ordre séparé. Et puis, on a mesuré le niveau d'expertise des élèves à travers le curriculum conatif qui a été utilisé et publié par Dieu en 2012. Donc, ce qu'on retrouve, c'est surtout que nos résultats, en fait, ce n'est pas si simple. Ce lien entre valeur et activité physique, globalement, on le retrouve très peu. Donc, nous, notre hypothèse, c'était que, globalement, la situation épreuve mobiliserait davantage nos élèves. Ce qu'on retrouve, c'est l'inverse. C'est globalement, ici, ce qu'on voit, c'est que la rencontre, donc significativement, elle mobilise davantage nos élèves que l'épreuve. Et surtout que les élèves prennent le même plaisir dans les 3 formats d'activité. Il n'y a aucune différence significative entre les formats pratiqués par les élèves. Donc ici, c'est un premier résultat, c'est qu'a priori, la rencontre semble être le format qui engage davantage nos élèves. Maintenant, si on va un peu plus loin, donc on voit que notre hypothèse concernant les valeurs, elle est réfutée. Si on va un peu plus loin, on se rend compte qu'on avait fait une hypothèse, les filles sont plutôt mobilisées par le dispositif de rencontre où on a le côté social et où on est amené à parler ensemble. Ce qu'on se rend compte, c'est que globalement, ici, le côté rencontre, il mobilise davantage plutôt les garçons que les filles. Enfin, plutôt les garçons. Pour les filles, on n'a pas de différence significative, alors pour les garçons, on a une différence significative. Et on a une différence significative par rapport à l'épreuve. Donc, globalement, les garçons s'investissent moins avec un score par handicap que lorsqu'on a un score cumulé. Et c'est le score cumulé qui rencontre donc le plus d'activité physique dans le cadre de nos dispositifs. Donc, c'est un second résultat qu'on discutera un petit peu. Et ensuite, le troisième point, c'est qu'on voit que ça dépend aussi du niveau de pratique. C'est que globalement, ça se retrouve surtout sur les meilleurs niveaux de pratique. Globalement, les niveaux de pratique qui sont les meilleurs, ils s'engagent beaucoup moins dans le format épreuve que les autres. Donc ici, pour nous, c'est des aspects qui sont intéressants et qu'on va discuter. Et puis juste, on se rend compte qu'au niveau de ceux qui sont moins forts, globalement, c'est le défi qui les mobilise le moins, mais il n'y a pas de significativité. Elle n'est pas vraiment... même si il y a une indication, il n'y a pas de significativité dans ces résultats avec un P à 0,06. Donc, ce qu'on ressort de ça, c'est que c'est surtout pas si simple ce lien entre valeur et activité physique. Et que lorsqu'on est sur des activités concernant par exemple le badminton, c'est qu'il y a des activités qui peut-être mobiliseront pas plus les filles en tant que telles, mais mobiliseraient, en tout cas ne démobiliseraient pas les garçons. Ce que je veux dire là, ce que j'ai écrit, c'est que globalement, quand je reviens sur garçons-filles, on voit qu'en fait, l'activité épreuve démobilise les garçons par rapport aux 2 autres formats d'activité. Et pourquoi ça? En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on fait. C'est que globalement, ici, même moi, quand je joue au hockey lundi avec M. Berrigan et M. Turcotte, si ils ont 5-0 au début du match et qu'il reste, je ne sais pas, on met un match en 10 minutes, dans tous les cas, même en jouant à 20% de leur capacité, ils vont quand même gagner contre moi. Et globalement, c'est ce qu'on retrouve dans ces matchs épreuves, c'est que les élèves les plus forts, même si on les met avec un match où ils perdent 7-0 au début, si on va en 11, pour eux, ils marqueront 11-0 contre quelqu'un de plus faible. Et donc, cette compensation n'est pas suffisante pour les amener à s'engager. Donc, ce nivellement par le bas, globalement, il ne permet pas à ces élèves de s'engager. Donc, plutôt que d'essayer de mettre en place des pédagogies compensatoires, où on compense une difficulté, plutôt essayer de valoriser une interdépendance positive. Et donc, plutôt que de favoriser le jouer contre à tout prix, peut-être le jouer avec semble être une belle opportunité pour faire davantage s'engager les élèves dans l'activité physique. Un élément, par contre, qui est fortement intéressant et qui n'a pas encore vraiment été investigué, c'est ce lien qui pourrait exister entre les valeurs qui sont les miennes et celles que je retrouve dans ma pratique d'activité physique. Donc, comment valoriser la pratique de l'individu en essayant de partir de ces valeurs? Donc là, le prisme que je prends, c'est notamment celui qui avait été valorisé par Taber, qui nous dit que, et là je vais lancer des petits pics à certains collègues, mais pensez aux raisons qui justifient les valeurs de santé. Donc j'ai vraiment pris cet exemple-là exprès parce qu'au Québec, c'est quelque chose de fort. Globalement, ce qui montre, c'est que ça permet d'augmenter la quantité d'activité physique que l'on va réaliser la semaine d'après. Donc, moi, en tout cas, ce qui va m'intéresser là sur les prochains temps, c'est essayer en tout cas, d'amener les gens plutôt à réfléchir au pourquoi on se met en action plutôt qu'au comment on se met en action. Donc, essayer de partir des valeurs de l'individu comme facteur d'engagement dans l'activité physique plutôt que d'essayer de comprendre comment pratiquer mieux directement, puisque ça, c'est déjà
largement enseigné en éducation physique et sportive, et donc essayer d'aller sur une activité physique plutôt pour le sens de ce que l'on fait, plutôt que juste sur le comment on le fait, ou essayer de prendre en compte les deux, bien entendu. Et je pense que cette activité physique peut être un des leviers, donc cette activité physique en concordance, un des leviers pour pratiquer de manière durable. Pour ça, donc, globalement, ce qui va m'amener à mon troisième chapitre, c'est-à-dire cette idée des typologies de pratiquants. Je pense aussi sur l'aspect des valeurs, en fait, on l'a vu tout à l'heure, hein, mais en fait, l'aspect plaisir ne semble pas suffisant. Prendre du plaisir dans l'activité, ça ne semble pas suffisant. Et donc, il y a ce concept de physical literacy, de la littératie physique, qui m'intéresse beaucoup. Et je pense qu'il y a un aspect qui peut-être une cinquième dimension, c'est sur les valeurs de l'individu. Enfin, ça, c'est une hypothèse que moi je fais, mais qui n'a pas du tout de valeur. C'est cette idée de dire qu'en fait, peut-être qu'en plus de ces aspects-là, c'est faire une activité qui me parle et qui me semble être adéquate par rapport à mes aspirations et donc par rapport à mes motifs d'agir. Donc, c'est l'hypothèse que je fais pour la suite, c'est globalement essayer de prendre en compte les valeurs qui sont les miennes par rapport, en tant qu'élève, par rapport à celles que l'enseignant essaie de diffuser et que l'institution valorise. Je pense ici aux saines habitudes de vie. Si moi, en tant qu'individu, quand je pratique, je pense que les saines habitudes de vie, donc les valeurs sanitaires, sont éminemment importantes, alors je vais peut-être plus facilement m'engager dans un mode de vie physiquement actif à long terme. Et donc, je pense que c'est un aspect qui méritera d'être interrogé pour aller vers la satisfaction du physique. J'en arrive à mon troisième point, et j'ai 5 minutes, c'est sur les typologies d'engagement dans les activités physiques des étudiants. Bon, là, je vais aller vite, c'est des choses qui sont... Je vais m'enfoncer dans des portes ouvertes. Le constat inquiétant pour toutes les populations concernant l'activité physique. Donc là, globalement, je pense qu'on est tous d'accord et on dit tous la même chose. Ce n'est pas que pour les jeunes, mais on le cible particulièrement pour les jeunes, puisque c'est la classe d'âge qui nous intéresse. Et donc, on voit que globalement, ça dépasse l'analyse quantitative à travers la motivation par rapport à l'activité physique qui diminue, les croyances, le plaisir, les connaissances. Donc, tous les leviers d'activité physique qui sont en fait bien souvent en train de chuter chez la plupart des personnes, et notamment chez certains publics. Ça, je fais un petit clin d'œil à mon ami Joseph Landrieux, avec qui on a publié un article très récemment, où on se rend compte que le niveau de connaissance par rapport à l'activité physique en France est le même en troisième. Et on se rend compte que selon le parcours que l'on choisit, si l'on va dans des classes traditionnelles, un lycée général et technologique, le niveau augmente dans son cursus avec l'âge, alors que si on va dans un cursus professionnel, le niveau diminue. Donc, je prends le total ici, on voit un score significatif entre les élèves quand ils sortent de leur lycée au niveau du baccalauréat sur leurs connaissances, selon le parcours qu'ils ont choisi. On voit donc qu'il y a des populations qui sont plus vulnérables que d'autres par rapport aux connaissances sur l'activité physique, déjà en tant que jeunes. Et donc, il y a certaines périodes de changement de vie, comme le début de l'âge adulte, quand on est, donc c'est les études notamment de là-bas, qui montrent que les universitaires sont une population fragile. Les moments, en tout cas, où il y a des forts changements de vie, c'est des moments qui peuvent amener une chute, une réduction de l'activité physique. Et donc, on va s'intéresser, nous, particulièrement à ces universitaires dans le cadre de cette étude-là. Et on se rend compte, après que ça dépasse l'échelle individuelle, que vraiment, c'est beaucoup plus complexe et dynamique et multiniveau que le seul aspect individuel. On ne peut pas se concentrer que sur l'individu, mais on va regarder à différentes échelles. Donc, j'en arrive ici au format de pratique qui évolue. Ces formats de pratique, on se rend compte qu'ils évoluent vers des valeurs plutôt écologiques, ou en tout cas un changement dans les formats de pratique qui sont mis en avant. En France, on se rend compte qu'on a globalement des formats de pratique qui sont de plus en plus réalisés à domicile ou en pleine nature, voire en milieu urbain, mais qui sont faits seuls et qui sont faits de manière non encadrée. Donc, on voit une évolution des formats de pratique, et ça, c'est avant le Covid, je pense que ça s'est largement accentué. Les nouveaux rapports vont sortir, nous, là, dans 6 mois. Et on voit que ça, je pense en tout cas que ça s'est largement accentué avec le Covid. Donc, une évolution des formats de pratique qui semble se dessiner. Mais donc, avec cette évolution, des opportunités de pratique, de vie physique qui s'accentuent, puisque pour pratiquer de manière autonome en nature, en centre-ville, on se rend compte qu'on peut pratiquer dans de nombreux lieux, et notamment, par exemple, en centre-ville, dans des modes de déplacement actifs, à la maison, quand on est en train de bricoler, quand on jardine. Et donc, ces différents profils de personnes qui s'engagent dans l'activité physique sont multiples. Donc, par rapport à ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est les milieux, en tout cas les typologies de pratiquants au niveau européen.
pour avoir cette étude-là, en fait, on s'est basé sur une étude qui a été menée sur l'ERA Lopez en 2018 qui montre que la quantité d'activité physique évolue en fonction d'un gradient nord-sud. Globalement, dans les pays du Nord, il s'engage davantage que dans les pays du Sud, mais aussi sur les formats de pratique. On voit que dans l'Est, il s'engage différemment que dans l'Ouest. Donc, nous, ce qu'on veut interroger en 2021, c'est très particulièrement sur les universitaires. C'est même ce qu'on a interrogé. Sur les universitaires, pourquoi certains s'engagent et quelles sont les stratégies d'éducation qu'on peut mettre en place en collège et en lycée pour essayer de conserver cet engagement en lycée. Donc, on a fait une étude qu'on a menée avec 18 universités. C'est que des étudiants en première année de fac qui ont répondu, donc en Europe. Et on a donc posé des questions sur tous les différents aspects du modèle écologique qu'on retrouve donc dans les modèles, notamment de Salis sur la santé. Ce qu'on retrouve, donc ce qu'on a interrogé, c'est la temporalité, le social avec qui on court, l'intensité de pratique, les types d'activités que l'on fait, donc tous les aspects concernant les formats. Est-ce qu'on a encadré ou pas, les types de lieux, le temps dont on pratique, voilà, tous ces aspects-là. Ce qu'on retrouve dans nos résultats, globalement, avec nos étudiants universitaires, c'est qu'on a d'un côté ceux qui sont fortes, qui ont une pratique physique qui respecte les recommandations, et d'un autre côté, ceux qui ne respectent pas les recommandations. Les formats de pratique qui sont mis en place par ces personnes-là, on se rend compte que ceux qui respectent globalement leur format de pratique sont surtout réalisés en extérieur, bien souvent réalisés à plusieurs, et ils utilisent les réseaux sociaux pour partager leurs expériences. Ils parlent en tout cas de leurs expériences sportives sur les réseaux sociaux. À l'inverse, ceux qui ne respectent pas, globalement, ont un temps d'étude qui est beaucoup plus élevé que les autres. Donc, c'est un facteur qui ressort, c'est peut-être des personnes qui ont moins de temps. Ils pratiquent plutôt à une faible intensité lorsqu'ils pratiquent, et ils pratiquent plutôt seuls lorsqu'ils pratiquent. À l'inverse, notre seconde dimension, on se rend compte, donc, en bas, on a une majorité de filles, et lorsqu'elles pratiquent soit avec un accompagnateur, enfin quelqu'un en tout cas qui les guide dans l'accompagnement, à domicile ou lorsqu'elles font à l'extérieur, c'est plutôt avec des animaux. Et ça, c'est ce qui arrive de manière significative et qui est assez marquant. À l'inverse, ceux qui sont plutôt en haut sont un peu plus, ont un IMC qui est plus élevé et ils font des activités physiques plutôt libres. Donc, on voit ici ce qui se dessine quand même globalement, c'est des pratiquants qui s'engagent de manière différente dans l'activité physique, avec un aspect pour ceux qui s'engagent dans l'activité physique quand même social important qui revient et une ouverture vers les activités physiques d'extérieur. Donc, c'est peut-être des éléments qui sont intéressants comme levier de l'activité physique parmi notre échantillon. C'est la même chose, mais dit autrement. Donc, bon, j'y reviendrai si vous voulez dans le temps de questionnement. Là, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est des entretiens parce qu'on se rend bien compte qu'on n'est peut-être pas allé assez loin dans cette étude-là et pour essayer de mieux comprendre les trajectoires. En fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a cette chute, notamment lorsqu'on sort du domicile parental pour aller dans le monde universitaire. Et peut-être s'interroger aussi sur ceux qui ne sont pas allés à l'université, qui sont professionnalisés, puisqu'on voyait dans les connaissances que c'est eux qui avaient le moins d'activité, de connaissances sur l'activité. Donc, en tout cas, ce qu'on essaye de faire, et ce que j'essaye d'interroger dans le prisme des valeurs, en fait, globalement avec cette idée des typologies, c'est de partir de ce qui est déjà là, dans les pratiques d'activité physique, pour essayer de mener des interventions qui sont multiniveaux, puisque je me suis rendu compte dans les travaux, là, je te montrais, avec le badminton, c'est qu'en tant que tel, ce n'est pas la nature des valeurs qui va permettre de davantage engager les individus, mais il y a peut-être un levier, ce serait d'engager les individus en fonction de ce qu'ils sont, en fonction des valeurs qui leur sont chères. Donc, c'est peut-être une des échelles, mais il faudrait vraiment agir sur de multiples échelles. Et donc là, j'essaye de m'inspirer notamment de ce que font tous les collègues de la chaire de recherche Kino Québec sur l'étude des besoins. Donc, c'est un peu ce qu'on essaye de faire pour essayer de mettre en place différents leviers sur lesquels on peut jouer. Et donc, bon, ça nous intéresse sur les profils différents outre-Atlantique, et c'est peut-être un projet qu'on aimerait mener avec le Canada sur des profils de pratiquants différents ici, puisqu'on voit qu'il y a des effets socio-culturels sur les modalités de pratique et les formats de pratique préférentiels. Donc, pour finir, je me réfère donc aux travaux de Whitehead sur la littératie physique, et notamment sur cette idée que pour viser un engagement durable, en tout cas, c'est ce que montrent les travaux que j'ai pu mener, les résultats que j'ai pu avoir, c'est qu'une réflexion nécessite d'être approfondie sur le pourquoi, sur le sens de l'activité physique, pour viser un engagement personnel dans l'activité, et donc essayer de prendre en compte, en fonction des
valeur donnée à l'individu par rapport à l'activité physique, qu'elle soit sociale, environnementale ou sanitaire, puisque c'est les grands domaines actuels, peut-être pour mettre en place des formats d'activité physique qui se différencient en fonction des endroits, des lieux, peut-être même d'une région, d'une école, en fonction des projets qui sont déjà mis en place. Merci de votre écoute, et puis moi je vous dis à la biographie et une petite photo de notre match de hockey de lundi. Merci Clément. Donc, on s'est rendu à la période de questions. Là, il y a des gens qui sont aussi à distance. Donc, peut-être à distance, si vous voulez prendre la parole, peut-être l'écrire dans le chat pour qu'on puisse voir qu'il y a des gens qui ont des questions. Sinon, je lancerai. Puis, je sais que François, tu dois quitter plus tôt. Merci Clément. C'est super intéressant. C'est un domaine d'études que je connais moins, mais c'est vraiment très intéressant. Peut-être deux éléments, deux remarques, éventuellement questions. La première, ça concerne l'étude que tu as faite concernant les jeux par handicap. Je trouve ça vraiment intéressant. Je me dis, est-ce que c'est une hypothèse qu'on n'aurait pas déjà pu avoir, une hypothèse forte dès le départ avant de faire l'étude? Puis de là m'est venue, en tout cas pas l'idée, mais en tout cas, je me demandais si ce n'était pas intéressant d'aller voir du côté des jeux coopératifs. À l'inverse des jeux par handicap, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui pourrait être intéressant à faire aussi comme étude? Puis c'est une suggestion, mais tout à fait gratuite. Les jeux traditionnels, notamment les jeux, on dit dans les mouvements de jeunesse, etc., qui sont clairement des jeux coopératifs, où déjà clairement il y a des orientations de valeurs qui sont déjà sous-jacentes sans doute à ces jeux-là. Et est-ce que vous avez prévu de réaliser des études du genre aussi, qui pourraient être intéressantes de vérifier ou d'examiner l'impact de ces jeux coopératifs-là sur le bien-être des élèves et des enseignants? C'est mon premier élément. Deuxième élément, c'était concernant les dimensions en lien avec la littératie physique. Tu disais toi-même qu'une hypothèse que tu formulais, c'était d'éventuellement ajouter une cinquième dimension qui serait en lien avec les valeurs. Je me demandais dans quelle mesure les valeurs ne seraient pas une cinquième dimension, mais plutôt une valeur transversale, voire transcendantale aux quatre autres, dans la mesure où elles traversent vraiment l'individu. Elles sont, comme tu disais, tu le démontres, à la base des motifs d'agir. Donc, elles ne seraient pas, quelque part, elles traverseraient aussi ces quatre dimensions-là. Elles ne seraient pas nécessairement une cinquième dimension. Donc, il faudrait évidemment vérifier aussi de ce côté-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bon, jeu coopératif, je ne sais pas si tu avais déjà des idées à aller vers ça. Puis, la question de la place, la dimension valeur dans la littératie physique. Est-ce que ce n'est pas une dimension plus transversale qu'une cinquième qui viendrait s'ajouter? Okay. Merci François pour… Peut-être Clément, juste une seconde. J'ai une demande. Est-ce que tu as arrêté le partage? Non. Tu vas peut-être arrêter le partage pour que ce soit les… c'est ça, les gens demandent si on peut voir les… Donc, les personnes peuvent remettre leur caméra aussi si elles le souhaitent. Oui, tout à fait. Donc, concernant les questions qui ont été posées par François, merci, c'est vraiment des éléments que tu vas voir, ça fait quelques liens avec les travaux qu'on mène actuellement, sur lesquels on n'a pas vraiment de résultats parce qu'on a juste des tendances qu'on a donné d'un recueil, mais Covid est arrivé. C'était concernant donc, les jeux par handicap et notamment cette idée de coopération. En fait, le quatrième domaine qu'on a beaucoup interrogé, c'est le double, et notamment le double mixte. Sauf qu'on ne voulait pas modifier le format de la tâche. On peut garder des matchs en individuel à chaque fois parce que pour nos élèves, on sait que le double, ça engage, il y a moins d'activité physique que le simple. Et donc, on pouvait comparer à modalité de jeu à peu près égale. Mais en fait, on se rend compte qu'en fait, le double, contrairement à ce que l'on pensait, semble engager davantage, et notamment le double mixte, parce qu'il y a beaucoup de mouvements de rotation qui existent, et notamment, ça engage beaucoup plus les filles sur lesquelles, là, quand on voit les chiffres, globalement, si on fait une différence fille-garçon, on voit un effet significatif. Et le double mix, c'est un aspect qui est vraiment intéressant. Et c'est vrai que c'est peut-être même ce qui ressort de cette étude, parce qu'on voit que lorsqu'on a des scores cumulés, où on cumule donc chaque match, on voit qu'on engage davantage tous les individus, parce qu'on les avait à chaque fois, on a interrogé 3 individus, alors que dans l'autre fois, on a interrogé 3 individus en simple, et on se rend compte qu'ils s'engagent davantage s'il y a un enjeu, un soutien aussi, parce que ça joue dans la tâche. Et donc là, sur ce que tu dis, oui, en effet, c'est une très bonne remarque et je pense que nos résultats vont dans ce sens, même si pour l'instant, on attendait de reprendre le second semestre, normalement, on doit reprendre un recueil de données où on met en place du double et je pense que les résultats sont quand même assez intéressants par rapport donc, à ces aspects-là.
Et sur les jeux traditionnels, bon, là, je ne peux vraiment pas me positionner, mais je pense que globalement, les jeux traditionnels ont énormément de vertus en termes d'activité physique. Et c'est des jeux complexes, je pense au couloir d'archère, tous ces jeux-là qui sont particulièrement adaptés, mais qu'on a fait sortir des modalités scolaires, en tout cas en France, ou en grande partie, on les retrouve que en primaire. Et je ne peux pas vraiment me positionner parce que je n'ai pas de données, vraiment de connaissances à travers la littérature sur ces aspects. Maintenant, donc, sur l'aspect des dimensions par rapport à l'activité physique, je pense que tu as raison. En fait, il y a quelque chose moi, qui m'a largement intéressé, mais je connais la littératie physique, en tout cas, j'ai lu sur la littératie physique de manière un peu approfondie que pendant le confinement. Et je vois que la notion de valoriser l'activité physique est au centre. La notion de valeur est au centre dans les définitions qu'elle en fait, Margaret Whitehead notamment, lorsqu'elle parle de la littératie physique. Et donc, il y a cette idée comment valoriser l'activité physique. Donc, bon, il y a les 4 domaines déjà existants. Peut-être que les valeurs sont peut-être comme tu le dis, c'est vrai que c'est une hypothèse qui mériterait d'être interrogée, d'être mesurée. Je ne sais pas encore vraiment, en fait, je suis encore en questionnement sur cet aspect-là. Comment le vérifier? Donc là, quand on essaye de le vérifier, moi, je trouve que ce qu'on met en place, ce n'est pas encore assez fort pour vérifier vraiment l'hypothèse de la concordance des valeurs. Et on est en train d'essayer de penser, donc là j'ai réfléchi notamment avec François, sur François Codin qui a dit sur comment arriver à mesurer cette hypothèse-là. Et les protocoles ne sont pas encore assez affinés, je trouve, pour arriver à ça, mais c'est en tout cas quelque chose que j'ai noté et qui me semble pertinent. Merci. Dans le chat, en fait, félicitations pour la présentation de Daniel Moreau, si je ne me trompe pas, et d'André Gagné. André Gagné aurait une question, mais je vais te la poser parce que je pense que le travail à domicile, des fois, il y a des enfants, il y a d'autres situations particulières. Je trouve ça intéressant, la question. Sur le plan conceptuel, à quel point les conclusions sur les valeurs sont transférables dans d'autres contextes d'enseignement? Par exemple, est-ce qu'elle propose, est-ce que c'est poussé trop loin en disant que les enseignants de métier bénéficieraient que leur pratique enseignante soit en accord avec les valeurs consolidées dans le métier? Moi, je pense que oui, ça fait partie de la... En fait, là-dessus, nous, c'est un aspect sur lequel on travaille. On travaille à l'Université de Lille parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais on essaye déjà de aider les étudiants à connaître quelles sont leurs valeurs, eux en tant que tels, qu'est-ce qu'ils veulent défendre comme en enseignement d'éducation physique et sportive, mais aussi on essaye de partir de ce que les textes proposent. On a notamment fait une étude où on a essayé de regarder quelles sont les préconisations axiologiques des textes institutionnels français. Donc, en fait, de lire entre les lignes sur les textes et qu'est-ce qu'ils veulent nous faire mettre en place sur le terrain, en termes notamment, ou quelles sont les valeurs qui sont prioritaires. Chez vous, c'est beaucoup plus clair. Les scènes d'habitude de vie, c'est quelque chose, en tout cas, j'ai cette impression, peut-être que je me trompe, mais où les textes concordent tous, à tous les niveaux d'études, sur ce qu'on veut valoriser chez nos élèves, c'est qu'ils aient des scènes d'habitude de vie, et l'activité physique en fait partie. Mais vous pouvez aussi aller sur d'autres aspects, comme la nutrition, tout ça. Nous, en France, on n'est pas du tout sur cette logique-là. On est sur former un citoyen qui soit épanoui physiquement, lucide, cultivé. Voilà, donc on est sur une logique qui est plus englobante. Mais à la fois là-dessus, c'est qu'il y a vraiment plein de perspectives qui sont différentes et plein de messages que les enseignants vont essayer de valoriser. Il y en a certains qui vont se centrer, des enseignants qui vont plutôt être sur la formation citoyenne, formés à l'apprentissage des règles, le respect des règles, tout ça. Il y en a d'autres et qui vont mettre aussi de l'activité physique à cette fin-là. Il y en a d'autres qui vont être sur la santé. Il y en a d'autres qui vont être sur vraiment la performance. Et tous les messages sont audibles. Et dans une même équipe, on va avoir des profs qui vont être sur chacune de ces finalités-là. Et les programmes, ils valorisent chacune de ces finalités-là. Donc, en fait, chez nous, c'est plus complexe. Et on voit donc que les enseignants de PS, parfois, ils ne savent pas trop, en fait, et puis ils suivent ce qu'ils ont eu en formation initiale, parce que selon la formation qu'on a eue, ça va fortement impacter notre manière d'enseigner. Et donc, l'enseignant, sur le terrain, donc moi, ce que j'ai vu, il y a plein d'enseignants qui ne savent pas du tout quelle valeur ils enseignent, en fait. Ils enseignent, bien souvent, ce qui se faisait déjà là quand ils sont arrivés. Donc là, ils sont plutôt sur la continuité de ce qui était déjà là. Et ils ne se retrouvent pas particulièrement, ils ne sont pas particulièrement en phase avec ce qui se faisait, mais ce n'est pas grave parce que c'est déjà là et c'est plus simple. Et puis, voilà. Donc je pense que oui, c'est une belle piste. Est-ce que par contre mes études sont transférables? C'est quand même réalisé que dans le domaine français. J'ai interrogé des enseignants qui sont que dans l'Académie de Lille. Voilà, là-dessus, je reste assez modeste sur. En tout cas, j'ai bien envie de vous aider s'il y en a qui veulent l'essayer autre part. Mais je ne sais pas si on peut vraiment le généraliser à d'autres contextes.
pas de données. Tu vois, j'ai une autre, si vous me permettez, puis après ça, je reviendrai dans la salle. Daniel nous pose la question, en fait, si il comprend bien, le modèle de Schwartz serait transférable à d'autres contextes d'enseignement d'apprentissage. Ah oui? Ben, est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas si toi, dans la littérature, le cadre théorique que tu as utilisé, en fait, tu dis qu'il était de toute façon exploité. En fait, c'est moi qui l'ai ramené à l'enseignement de l'éducation physique et sportive, mais ça a été largement utilisé dans les entreprises. Il y a beaucoup d'études avec le cadre de Schwartz dans beaucoup de domaines. Et dans l'enseignement, ça avait été rarement utilisé. Il y a eu quelques études quand même. Il y a eu une étude dans l'enseignement en Turquie. Il y a eu quelques études dans l'enseignement, mais c'est rare. Il n'y a pas d'études en EPS. Il y a des études avec des orientations de valeurs, qui est un autre cadre théorique qui interroge des valeurs, qui est tout aussi intéressant, mais qui interroge les valeurs plutôt à travers une autre méthodologie, on peut dire, pour aller vite. Et donc, cette étude-là, elle avait quand même, je me suis quand même globalement inspiré de ce qui a été fait dans d'autres contextes, et les résultats sont assez similaires. Voilà, il y a quelques spécificités sur l'aspect où le collectif équipe école compte beaucoup pour nous. Je me suis rendu compte là que sur les concordances de valeurs, vraiment avec le collectif avec lequel je travaille, ça a beaucoup d'impact dans les entretiens, ça revient de manière vraiment récurrente. Et donc, en fait, il n'y a pas que… alors que dans les études, on voyait que les trois étapes, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait trois étapes dans les études. La nature des valeurs qu'impactaient, la mise en place de ses propres valeurs, donc dans le cadre de son travail, et ensuite, donc l'aspect avec l'environnement. Nous, en EPS, l'aspect avec l'environnement est peut-être le plus important. La concordance de valeurs semble être le second, et la nature des valeurs le troisième, en termes de facteurs explicatifs avec les données de chaque. On revient à ça. Félix? Je vais peut-être aller un peu ailleurs, te parler en fait des nouveaux formats de pratique que tu disais davantage orientés vers l'individuel non encadré. La question, est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas un décalage entre ce qu'on enseigne en EPS et finalement les formats de pratique qui sont pratiqués peut-être à l'âge adulte ou plus on avance en âge? Là-dessus, merci de ta question, Félix. En France, au lycée, on a construit ce qui s'appelle la compétence propre numéro 5, donc un autre grand champ qui est sur le savoir s'entraîner. Le savoir s'entraîner, il y a donc des activités, bon, bien souvent, les activités elles sont assez quadrillées, mais à l'intérieur, on retrouve le step, la musculation, la course longue durée, voilà, quelques activités comme ça qui viennent notamment en fait, des pratiques préférentielles des jeunes. Et c'est assez intéressant parce que globalement, les jeunes y adhèrent et surtout, ces activités dans lesquelles ils s'engagent un petit peu après. Par contre, et donc, ils peuvent aussi choisir à l'intérieur, il y a vraiment d'autonomie des CO. Ils vont s'engager soit sur trois formats de pratique, soit sur une logique silhouette, donc soit prise de masse ou affinement, soit une mobile santé, soit une mobile performance. Et donc, ils vont avoir le choix et voilà, ils vont avoir une activité imposée, mais le choix sur les modalités qu'ils veulent avoir. Donc ça, c'est quand même un aspect où il y a une transformation des activités physiques. À la fois, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus totalement se proposer que des activités qui sont celles réalisées par les élèves et qu'il faut arriver à trouver un juste milieu entre ces aspects-là. Les activités, donc, c'est un peu là ce qu'on essaye de regarder. Est-ce que c'est vraiment des activités autonomes qui sont valorisées? Et si oui, quels outils on peut laisser à nos élèves? Donc là-dessus, il y a pas mal d'études qu'on mène, on essaye de voir pour les élèves, est-ce qu'ils savent se saisir d'activités physiques qui sont ouvertes à eux dans l'établissement ou en dehors? Donc là, par exemple, c'est jouer sur l'architecture. Par exemple, on a une étude à l'Université de Lille qui est menée actuellement. Enfin, ce n'est pas nous qui la menons dans le laboratoire, mais nous, ils ont mis au sein de l'université, ils ont changé l'environnement. Donc, fait des marques au sol, construit sur les murs des endroits où il faut les taper, par exemple, une marque sur… Et donc, ils ont essayé de changer les modalités de pratique, voir si ça… Enfin, changer l'environnement, voir si ça a impacté la pratique des jeunes universitaires. Donc, on voit quand même que ce qu'on fait en enseignement essaye de se tourner vers les pratiques préférentielles des jeunes. À la fois, les pratiques préférentielles, on se rend compte quand même qu'elles évoluent fortement et que l'aspect de l'apparence tourner vers l'extérieur, ça rentre beaucoup. Suivre à domicile, on a essayé de le faire pendant le confinement. Les profs d'EPS ont été assez créatifs, imaginatifs pour aider les élèves. Donc, quand même, on essaye de faire ce pas de côté. Mais notre formation n'a pas été celle-là en tant que telle. Et dans la formation initiale, on est même, nous, en difficulté pour vraiment arriver à être assez novateur pour former nos futurs enseignants
à ces aspects-là qui sont en fait aider les jeunes à pratiquer à la maison, aider les jeunes à pratiquer seuls en nature. Voilà. Je trouve que c'est en tout cas, on fait ce chemin-là, mais on est encore. Donc oui, il y a une incohérence entre les pratiques enseignées à l'école et celles qui sont réalisées par les étudiants. Mais on essaye de former ces étudiants à suivre le parcours. Merci. Une question à distance de Paola. Premièrement, magnifique présentation, donc je te félicite. Est-ce qu'on peut faire un lien conceptuel entre le modèle des valeurs et les 4 traditions d'enseignement mises en évidence en EPS, c'est-à-dire santé, citoyenneté, technique sportive, approche culturaliste provenant de Forêt, Lenzen et Oman 2018? Il faudrait quand même aller l'interroger au niveau, parce que je ne connais pas ce modèle, donc je n'ai pas vraiment les finalités. Et, il faudrait que j'aille lire en fait sur ce modèle-là. A priori, là, de ce que j'entends, j'entends quelques similitudes par rapport au domaine de valeur. Il y a des travaux qui ont été réalisés par LEE sur les valeurs opérationnalité dans le sport. Donc, le domaine, en fait, le cadre de Schwartz, opérationnalité dans le domaine sportif. Et ça permettrait peut-être de faire ce lien avec ce cas théorique que je ne maîtrise pas et de voir les regroupements. Peut-être qu'il y a. Voilà, mais au niveau conceptuel, ça ne me semble pas illogique. Je dirais une réponse un petit peu suisse. S'il n'y a pas de Suisse dans la salle. Oui, Jolene. Merci pour ta présentation, Clément. C'est super intéressant tout le concept des valeurs, puis le fait que finalement on veut engager les élèves, on veut que les élèves s'engagent dans une pratique d'activité physique. J'aimerais ça t'entendre sur peut-être le fait de les impliquer, ces élèves-là, dans la démarche vers l'adoption d'un mode de vie actif. Est-ce que vous vous êtes penché par rapport à ça, les impliquer directement dans ce qu'ils veulent faire, dans eux, c'est quoi, quelles valeurs est-ce qu'ils veulent mettre de l'avant dans leur pratique? C'est quoi leurs besoins à eux, finalement? En fait, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on veut faire. Ce que tu dis là, je trouve que c'est vraiment, donc, ça rejoint aussi les théories de la motivation et d'autres aspects, mais il y a cet élément où, pour que, en tout cas, on appelle ça, là, on a une mémoire de recherche qui s'est engagée là-dessus, la satisfaction de vie physique. Donc, à quel moment est-ce que tu peux dire que tu es satisfait de ta vie physique? Pour être satisfait de sa vie physique, moi, je pense que ça va bien sûr dépendre des besoins, et notamment, en fait, de la prise en compte donc, des valeurs de l'individu en tant que tel. Donc, partir de la base, peut-être, les valeurs de l'individu, avec la correspondance avec les valeurs que l'enseignant met en place. Donc, peut-être voir, en fonction du contexte d'élèves qu'on a face à soi. Donc, ça peut peut-être même dépendre de la classe à un moment donné, mais quelles sont les valeurs que l'on partage avec son groupe de classe, avec son institution et nous en tant qu'élèves. Comme s'il y avait une concordance que l'on essayait de viser à toutes les échelles. Donc, à l'échelle, on va dire, de l'établissement, enfin même des programmes nationaux, voire même européens pour nous, parce qu'il y a même des méta-programmes qui existent au niveau européen, puis au niveau national, au niveau, qui découlent comme ça jusqu'à l'établissement. Et je pense que le plus intéressant, c'est d'avoir en tout cas cette concordance entre ce que l'élève veut pratiquer, donc en termes de valeur, qu'est-ce qu'il mobilise, pourquoi il pratiquerait. Ce que moi, en tant qu'enseignant, je vise dans mon enseignement, est-ce qu'il n'y a pas des éléments qu'on partage avec le groupe de classe? Donc, se mettre d'accord sur quelle est la visée commune que l'on peut avoir. Et ensuite, au niveau de l'établissement, dans la mise en place de projets. Comme s'il y avait une destinée commune entre tout ça. Et bien entendu, il y aura des éléments sur lesquels les élèves vont nous dire des aspects auxquels on ne va pas se retrouver là-dedans. Donc, ce sera des éléments où on leur dira, moi, je ne me retrouve pas là-dedans, donc j'aimerais plutôt que nos projets corroborent à ce que l'on veut tous, aux 3 échelles. Et donc, se concentrer sur ce qui est commun, sur les valeurs communes, plutôt que sur les valeurs qui sont différentes, parce que, bien entendu, il y en aura. Mais je pense que celles-ci, il faut plutôt les mettre de côté et se concentrer, enfin, en tout cas, sur l'aspect bien-être engagement, j'ai vraiment cette impression comme s'il y avait une possibilité d'arriver à faire ensemble. Et se faire ensemble, moi, je pense que ça vient du pourquoi est-ce qu'on a envie de pratiquer. Donc, plutôt que d'avoir cette injonction à pratiquer, il faut, j'aimerais pratiquer de cette manière-là. Et donc, l'interroger, c'est peut-être cette étude de besoin dont vous parlez, ce diagnostic initial, à travers donc, ce que l'établissement aimerait, ce que l'enseignant aimerait, ce que les élèves aimeraient. Dans ce diagnostic, qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui permet de faire sens ensemble, et maintenant, quels sont les moyens, quelles sont les actions qu'on peut mettre pour correspondre à ces besoins. Et ensuite, on mesure ce que ça amène. Est-ce que oui ou non, ça fonctionne? Peut-être que non. Donc, à ce moment-là, mon hypothèse serait vraiment infirmée.
Mais c'est un peu cette démarche-là qu'on essaye de mettre en place actuellement. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions dans le chat, mais moi, je me permets, j'aurais une question pour toi, peut-être un peu en lien avec les formats de pratique, ce que Félix t'a posé tout à l'heure comme question. Dans tes résultats que tu nous as présentés, en fait, tu nous as parlé des nouveaux formats de pratique là, qui semblent attirer. Tu disais qu'il y avait des rapports de recherche là, qui étaient pour arriver peut-être prochainement. Je regardais les dates 2018, fait qu'on voit que c'est pré-pandémie, je vais dire comme ça, où on parlait de pratiques autonomes non encadrées. Je regarde ce que tu nous as présenté plus tard avec les pratiques des universitaires, pratiques plus vers l'extérieur, effectivement, cette forme de pratique un peu plus libre, peut-être moins organisée, structurée, moi que je me trompe, semble moins prédominante. Est-ce que finalement, on ne les prépare pas dans le milieu scolaire ou est-ce qu'on se trompe finalement de cible dans les milieux scolaires quand on regarde les types de pratiques qui sont mises à l'avant-plan puis dans les changements de ces adultes-là et quel est l'effet potentiel sur les pratiques des enseignants? C'est-à-dire que si on est en lycée en ce moment, est-ce qu'on ne devrait pas adapter nos pratiques, surtout dans les dernières années, pour justement permettre cette pratique-là qui semble être tantôt, tu parlais d'incohérence, mais que je dirais qui est discordante finalement dans la pratique. Peut-être parce qu'on ne prend pas en compte les besoins des élèves dans les pratiques que l'on propose au lycée, notamment parce que c'est surtout le moment où il y a eu une forte modification. J'ai fait un partage d'écran, je ne sais pas si je peux. Donc, en fait, je suis revenu sur cette pratique-là. Ce qu'on voit, c'est que globalement, ceux qui pratiquent le plus, ils sont à gauche. Ici, c'est ceux qui respectent vraiment les recommandations. Ce qu'on retrouve déjà pour ces personnes-là, c'est qu'ils aiment pratiquer en extérieur, ils aiment pratiquer en collectif. Globalement, dans ce qu'on met en place, en tout cas dans le système français, on voit qu'en scolaire, la pratique collective est largement favorisée. Donc ça, c'est un aspect qui est intéressant. C'est bon, là, on retrouve ça quand même globalement chez ceux qui sont les plus actifs. Clément, est-ce que je peux te poser une question? Ouais. Est-ce que pour vous, dans le collectif, veut dire sport collectif ou veut dire d'être avec quelqu'un? C'est-à-dire, je peux être en sortie en montagne, mais avec quelqu'un, c'est-à-dire, je ne suis pas isolé socialement dans cette pratique. Je ne suis pas isolé socialement lorsque je pratique. Donc, si on va courir à deux, ça fait partie du collectif. Okay. Donc, ce n'est pas nécessairement se rattacher à un sport collectif en ce moment. Okay. Non, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'a pas trouvé de différence significative sur les sports pratiqués. On a vu marche et course. C'est quelque chose qui discriminait largement nos populations. Donc, on avait ceux qui pratiquaient, enfin voilà, il y en avait globalement ceux qui respectaient les seuils, ils étaient tous marche et course, ils avaient un niveau important, et ceux qui ne respectaient pas, en tout cas, c'est là où on voyait une grosse différence, qui marchaient et qui couraient beaucoup moins que les autres. Mais sinon, après les autres activités, on ne voyait pas de forte différence. Ou en tout cas, ce n'est pas un aspect sur lequel on a vraiment ciblé. Ces données-là sont très récentes, on les a analysées la semaine dernière, donc on est encore on n'a pas publié dessus, il n'y a pas de référence encore. C'est des aspects sur lesquels on est encore en train de signer. On se rend compte qu'il faut faire des entretiens d'ailleurs parce qu'on a envie d'aller plus loin en fait, sur ces données. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que globalement, oui, les activités extérieures, nous, on en pratique très peu parce que les établissements, globalement, ça s'est vu avec le Covid, on allait en extérieur proche de l'établissement parce que c'était cette chose qui était permise. Mais beaucoup moins, je pense, que ce qui se fait ici. On va sortir en forêt, on va sortir sur. Les établissements, globalement, ont plutôt peur parce que les élèves sortent dans un milieu ouvert. L'activité, par exemple, pause orientation, qui a été à un moment donné en expansion, on voit qu'elle stagne un petit peu, alors que c'est une activité qui se fait avec Pascal, notamment, elle se fait à l'extérieur de l'établissement, et il y a cette notion de sécurité qui en prend compte dans différentes lectures que j'avais faites. Donc, c'est un aspect qui est intéressant et qui mériterait peut-être d'aller un peu plus loin sur cet aspect-là. Et sur lequel nous, on est vraiment. Voilà, on met plus en place cette formation-là aussi au sein de notre formation initiale. On est rarement sur des activités extérieures. Lorsqu'on est sur la formation des enseignants d'éducation physique et sportive, on les forme surtout à enseigner des activités plus traditionnelles que l'on retrouve, à savoir la natation, les activités collectives. Donc là, il y a peut-être aussi une erreur au niveau de la formation initiale, en tout cas une évolution à mettre en place au niveau de la formation initiale pour aller vers ces formats-là pratiques, qui semblent être une modalité engageante pour les jeunes. Je trouve ça intéressant parce que ça questionne, moi je trouve effectivement, comme tu le fais à la fin, ce que nous on offre comme formation, puis ce qui est développé en fait en ce moment.
En fait, est-ce qu'on n'oriente pas bien finalement nos propres enseignants dans nos programmes de formation? Puis on ne répète pas des erreurs là, qu'on voit dans les changements de format pratique qui auront un impact négatif. Quand même, c'est que là, on a quand même recueilli ces données pendant le Covid. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Et ça, c'est un aspect qui est important. Parce que quand on voit que ceux qui pratiquent surtout en étant à l'extérieur, et malgré tout en étant à plusieurs dans ce qu'ils pratiquent, moi je trouvais ça assez intéressant, c'est que parce qu'en France, on avait quoi? On avait même dans les moments où c'était confinement obligatoire, on avait le droit à 1 heure d'activité physique dans un rayon d'1 kilomètre. Donc c'est vrai que c'était 1 kilomètre, c'était le moment vraiment le plus dur, mais on a toujours le droit de faire de l'activité physique en extérieur. Et on se rend compte que l'activité physique en extérieur, ça reste sur ceux qui respectent les recommandations, alors que ceux qui l'ont fait seuls, donc qui restaient chez eux, et en fait, peut-être que la chute, elle a été amenée parce que le confinement à long terme, des éléments comme ça. Et on voit que par contre, de le faire à son domicile, ce n'est pas discriminant, mais que globalement, c'est plutôt sur l'axe 2, donc ce n'est pas spécialement en lien avec la quantité d'activité physique. Ce n'est pas un aspect sur lequel il y a un lien fort. On aurait encore le temps peut-être pour 2 questions. William, je sais que tu as une question, puis après ça, je te laisserai poser ta question, puis je verrai après si dans le chat, il y a quelqu'un qui est à distance qui voudrait poser aussi une autre question. Dans un premier temps, bravo, c'est super comme présentation. Est-ce que tu pourrais revenir sur ta diapo où on voit la différence entre les connaissances qui sont associées à l'éducation physique par rapport aux gens qui sont dans le lycée traditionnel, par rapport à ceux qui sont dans le lycée professionnel, pas professionnel, mais donc celle-là, exact. Donc, si on se base seulement sur les connaissances, est-ce que tu crois qu'on devrait maintenir l'enseignement de certaines connaissances qui sont associées à l'éducation physique pour arriver à ce que finalement ces 2 lignes-là deviennent plus équivalentes ou que la différence, notamment entre les moyennes, ne soit pas si grande d'un point de vue strictement santé publique? En fait, là, ce que ça montre, c'est surtout, moi je trouve, c'est la différence d'enseignement qu'on peut retrouver entre l'enseignement professionnel et l'enseignement général. Dans l'enseignement professionnel, globalement, il y a beaucoup plus de pratiques. Donc, c'est des gens qui vont être amenés plutôt à se professionnaliser à 18 ans, ou assez rapidement en tout cas. Là, ce qu'on voit, c'est qu'en sortant du collège, il y a très peu de différence, un peu sur les recommandations qui sont mieux connues, mais il n'y a pas de différence significative. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose qui ressort. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un fossé qui se creuse d'entrée de jeu de la première année. On le voit, donc là, je ne me rappelle plus quel domaine c'est, mais on voit que dans les différents domaines, on voit vraiment une chute sur, par exemple, les principes d'efficacité, ou une chute au niveau dans lequel on se retrouve. Et donc, moi, je pense qu'en fait, les connaissances sur l'activité physique, lorsqu'on a une pratique autonome, elles sont essentielles. C'est parce que si on veut, par exemple, progresser, si on veut savoir, tout dépend des valeurs qui nous sont plus importantes pour nous, mais si on a plutôt dans un aspect de santé, si je ne connais pas les recommandations en tant que telles, ça n'a pas trop de sens. Je ne vais pas savoir qu'est-ce qui est bon pour moi et peut-être que je vais même aller sur une suractivité, parce que je vais me dire que l'activité physique, c'est toujours bon. Donc, je vais aller, au contraire, plutôt me détruire la santé en faisant de l'activité. Donc, il y a ce côté où je pense que les connaissances, elles sont vraiment importantes. Et c'est peut-être non, ça donne un petit signal en disant qu'il y a des populations plus vulnérables que d'autres. C'est peut-être dans cette étude-là, celles qui vont en lycée professionnel, même si elles se professionnalisent, elles ont besoin de connaissances pour valoriser, même peut-être plus que les autres, parce qu'elles vont être amenées à faire des métiers plus manuels. Il y a peut-être encore plus là des principes d'efficacité qui doivent rentrer en compte sur les postures, et en fait, elles ne sont pas enseignées, ou elles sont mal enseignées. Je ne sais pas après ce qui fait que les élèves tombent cette méthode, mais globalement, on voit vraiment une significative très forte. Là, on est quand même avec des Z-scores, donc on avait tout. Et ouais, c'est vrai que ça se retrouve sur pas mal d'aspects. Hein. Donc, au niveau de l'entraînement, donc les connaissances par rapport à l'entraînement, on voit une différence significative dès la première année sur le comment s'entraîner. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant, je trouve, cet aspect à filière égale. On évolue positivement, alors qu'en fait, quand on est en licence professionnelle, on régresse. C'est même pas que ça stagne, c'est que ça régresse. Donc, je reprends la question. Donc, est-ce qu'on devrait miser sur l'enseignement de ces connaissances-là, même au lycée professionnel, dans le cadre où Je pense que c'est un des aspects sur lesquels on pourrait. Moi, je pense que vous l'avez vu, hein, je suis plutôt sur l'aspect psychologique en tant que tel, mais je pense que cet aspect cognitif, il ne faut surtout pas le dire qu'il n'est pas important, il est central. En fait, les 4 domaines de la littératie me semblent importants. Et l'aspect des connaissances, c'est peut-être un des aspects sur lesquels on a du travail à faire. Parce qu'on se rend vite compte que les croyances, peut-être, là, parce qu'en fait, dès qu'il n'y a plus de connaissances amenées, dès qu'il y a des croyances reprennent, on voit que ça chute très vite.
Est-ce que à distance, il y aurait quelqu'un qui voudrait poser la dernière question? Dans le chat, je vois que le chat, pour l'instant, il n'y avait pas d'autres éléments. Vous pouvez aussi ouvrir votre micro et poser la question. On va très bien vous entendre également. Donc, je n'ai pas d'autres questions dans le chat ici. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Moi également. Merci, Clément. Merci à vous tous. Merci pour votre accueil. Merci pour ta présentation. Merci pour